Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, on va attendre, quelques instants que tout le monde se connecte. En ce début d'été, on a malgré tout, du monde qui se connecte et qui s'est inscrit. On est ravis. On sait bien que la maladie, n'a pas d'agenda et que même l'été, certains patients sont en traitement. Donc on est en tout cas ravis avec Fanny de pouvoir, se connecter avec vous et échanger ce soir. On espère que vous êtes, à l'aise, tranquillement, bien assis, confortablement, avec un verre d'eau pas loin parce que c'est toujours important de s'hydrater, notamment quand il fait chaud. Et puis, je vais introduire tranquillement la conversation de ce soir. Donc bienvenue à toutes et à tous. Hem, on est très heureuse de vous accueillir à ce nouveau rendez-vous résilience. Échangeons ensemble. Et ce soir, nous allons parler ensemble de la peur de la récidive. C'est une thématique que l'on a déjà abordée par le passé, qui revient régulièrement sur le devant de la scène parce que oui, on est conscient qu'il y a le pendant des traitements, mais il y a aussi cet après qui peut être nébuleux, qui peut faire peur. On entend souvent parler de l'épée de Damoclès, on entend souvent parler de cette peur de l'après, de est-ce que ça va revenir, de comment je peux m'y préparer au mieux, de qu'est-ce que je peux faire pour éviter que ça revienne, des taux de rechute, des taux de survie, que des mots qui peuvent faire assez peur. Et donc, euh, on va en parler ensemble tranquillement. Moi, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anne-Sophie, je travaille chez Résilience depuis plus de 2 ans et demi. J'ai pour les 13-30 ans face au cancer en 2013. Je suis engagée depuis plus de 12 ans sur les thématiques de patients, de cancer, de maladies chroniques. Et je suis aujourd'hui là avec vous pour représenter cette voix des patients. Et donc, je ne me baserai pas sur ma seule expérience personnelle, mais je parlerai au nom des milliers de retours collectés sur le chemin depuis 12 ans. À mes côtés pour ces rendez-vous, j'ai la chance d'avoir mon binôme préféré, notre super docteur Fanny Jacques, qui est psychiatre chez Résilience. Fanny a travaillé une dizaine d'années en cabinet, spécialement avec des patients atteints de cancer. Elle a par la suite été entrepreneur digital dans la santé mentale et a rejoint il y a quelques années Résilience pour travailler avec nous sur des problématiques de santé mentale et cancer. Enfin, nous avons également en coulisses notre Sarah, qui sera également à votre écoute pour modérer les questions que vous posez dans le chat, auxquelles nous répondrons au fil de la conversation. Petit avertissement que l'on fait à chaque fois. Merci d'éviter les questions concernant particulièrement votre parcours de soins, étant donné qu'on est sur une approche générale et que la docteure Jacques n'est pas votre médecin traitant. Nous vous invitons à ajouter vos questions directement dans la partie questions en bas de l'écran sur la droite et je les partagerai au fil de la conversation. Enfin, sachez que voilà, en fin de live, on vous partagera un petit sondage, quelques petites questions de sondage par email pour avoir vos retours sur cette expérience et vos idées sur les thématiques que l'on pourra aborder par la suite. Fanny, je te laisse te présenter et dire quelques mots sur la thématique de ce soir. Bonjour, merci Anso pour cette, présentation, toujours, hyper sympa. Bonjour tout le monde. Alors voilà, moi, la peur de la récidive, ce que je voudrais en dire en quelques mots, c'est que évidemment, ce sont des craintes qui sont normales, puisqu'elles vont se fonder, sur, le fait que le cancer revienne ou évolue. Donc c'est une perspective qui est, tout à fait tangible et en fait, cette peur de la récidive, je pense qu'on est quasiment sur du 100 de personnes qui sont en train de, surmonter un cancer ou qui ont survécu à un cancer. Et c'est vrai que c'est il y a un vrai caractère imprévisible, on ne peut pas savoir qui guérira, qui ne guérira pas avec une probabilité, certaine. C'est pour ça que tout le monde y est confronté. En revanche, parfois, cette peur de la récidive, elle va vraiment prendre un visage pathologique, dans le sens où vraiment elle va venir affecter la vie quotidienne de la personne. On va voir des patients qui, par exemple, ne vont même plus aller, ce qui est assez paradoxal, à leur bilan de santé, tellement ils vont être inquiets de l'éventuel
résultat. Il y en a d'autres qui vont être dans l'excès inverse, par exemple en faisant un petit check, se palpant les ganglions 10 fois par jour ou en multipliant les rendez-vous médicaux, etc. Donc, en fait, voilà, c'est là que cette peur, elle devient pathologique. Donc, c'est très important et on va en parler ensemble à également savoir où placer le curseur. Est-ce que vous avez une anxiété normale? On ne dort pas très bien la nuit, la veille d'un bilan, c'est normal. On n'en dort pas 3 semaines avant, c'est un peu plus problématique et peut-être est-ce qu'il faut en parler à un professionnel de santé. Donc ça, c'est quand même quelque chose que je voulais vous dire et qui était important. C'est tout à fait normal de ressentir cette peur. Le tout, c'est comment est-ce qu'on place le curseur et à quel point elle va impacter notre vie quotidienne. Je pourrais vous en reparler ou Sarah vous le mettra dans le chat. Il y a une équipe canadienne qui a même fait une petite échelle que vous pouvez faire, qui s'appelle l'échelle, l'inventaire de la peur de la récidive. On essaiera de vous mettre le lien dans le chat. L'inventaire de la peur de la récidive pour justement un petit peu mesurer votre anxiété. Vous l'avez aussi d'ailleurs, il me semble, dans l'application Résilience, dans le programme de TCC de la peur de la récidive. Ça peut vous montrer comment est-ce que ça vous impacte. Moi, je finis mon petit speech avant d'ouvrir sur les questions par une citation que j'aime beaucoup de Norman Cousins et qui, je trouve, reflète bien cette problématique de l'épée de Damoclès. La plus grande tragédie de la vie, ce n'est pas la mort. La plus grande tragédie de la vie, c'est arrêter de rire, d'aimer et de rêver. C'est se laisser mourir alors que nous sommes encore en vie. C'est ça le problème de la peur de la récidive. C'est qu'on n'est pas mort, mais que ça va venir peut-être parfois nous gâcher la vie. C'est très juste et c'est une super manière de pouvoir aborder ce sujet vaste ensemble. On a donc les 50 minutes à venir ensemble. Vous avez été certains à nous envoyer des questions en amont de live, donc on va partir directement sur ces éléments qu'on a reçus pour démarrer cette conversation. Alors, la première thématique qui est abordée, Fanny, c'est cette notion d'incertitude qu'on a abordée là en sous-texte, avec ces deux messages qu'on a reçus. Le premier, c'est comment gérer la peur de la récidive et par contraste, le bonheur de vivre. Et également, comment profiter au plus juste de l'instant présent sans avoir vu... je recommence. Comment profiter au plus juste de l'instant présent sans avoir peur d'avoir mal fait? Régime alimentaire, assez ou non de sport? Est-ce vraiment ma faute? J'avais peur de passer à côté d'un signe et ou au contraire, ras-le-bol de m'inquiéter dès qu'il y a de la douleur. Quelque chose, je pense, différent. Comment retrouver un peu d'insouciance sans envie de ne pas se prendre la tête? Je te laisse répondre. Ok, j'ai 8 heures devant moi. Donc là, c'est vraiment un vaste sujet, hein. C'est vraiment le cœur même de cette problématique de la peur de la récidive. Donc, je ne vais pas pouvoir tout développer, évidemment, surtout sur le comment en quelques minutes. Donc, c'est pour ça que je vous invite vraiment sur l'application Résilience. On est d'accord, Anne-Sophie, maintenant, il est en libre accès, le programme de la peur de la récidive. Donc, vous pouvez faire ce programme qui dure 7 à 8 semaines, il me semble, que j'ai construit et où vous trouverez bien beaucoup de réponses sur le pourquoi, mais aussi justement beaucoup de tips pratiques de méditation de pleine conscience pour se recentrer sur le moment présent, de relaxation et de choses comme ça. Donc, vraiment, je vous invite à le regarder. Première chose pour moi hyper intéressante, vous rebondirez si ça vous parle, mais c'est cette notion de tolérance ou d'intolérance à l'incertitude. L'être humain, et je prends souvent cet exemple, ben, vous le savez, je pense, il a vraiment besoin de tout contrôler. Et en fait, dès qu'il est confronté à une incertitude dans sa vie, et donc évidemment, là en plus, quand ça met la vie en jeu, c'est le cas du cancer et du risque de récidive, là, ben, l'anxiété, elle est vraiment amplifiée. Alors, de base, il y a des personnalités qui vont plutôt bien tolérer l'incertitude de ce qui va se passer, ils arrivent. Et puis d'autres personnes qui de base sont anxieuses, qui ont des besoins de contrôle importants. Alors là, si elles sont malades, ça va être encore vraiment plus compliqué pour elles de supporter cette peur de la récidive. Je dis toujours une petite anecdote, mais qui
qui me fait sourire. Vous savez que la deuxième application qui est la plus consultée dans le monde, en dehors des réseaux sociaux, c'est la météo. Et pourquoi? Parce que c'est un des seuls trucs, je pense, avec la santé que l'être humain ne peut encore pas contrôler à notre époque. Et donc, les gens, ils vont le regarder de manière compulsive plein de fois par jour parce que ça leur donne justement ce sentiment de contrôle, de vérifier si le temps il change ou il change pas. Voilà, et bien l'état de santé, c'est un peu pareil finalement. Donc ça peut donner, voilà, on peut se dire, on va se faire plein de contrôles, etc. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à tolérer cette incertitude. Donc, en fait, le travail de fond, il est d'apprendre, plus facile à dire qu'à faire, à tolérer ce qui est incertain. Réfléchir en fait sur ce concept, parce que si vous y réfléchissez bien, eh bien tout est incertitude. Votre voisin qui vous dit, «Je pars l'été prochain en Thaïlande avec ma femme», vous n'allez pas lui répondre: «Oui, enfin bon, si tu as pas perdu ton passeport, si tu t'es pas pété la jambe, s'il y a pas la grève des contrôleurs aériens, s'il y a pas eu un tsunami en Thaïlande» et cetera. Ça va même pas vous venir à l'idée, alors qu'en fait, toutes ces scénarios-là, ils sont possibles, mais il y a une incertitude, mais vous n'y pensez pas. Eh bien, en fait, avec le cancer et avec la peur de la récidive, il faut toujours ramener sa pensée à ça, de se dire: «Attention, là, je suis en train de pas bien tolérer l'incertitude, mais aujourd'hui, le 16 juillet à 18h42, c'est OK et donc je reviens dans le moment présent». Voilà, et ça, il y a plein d'astuces dans l'application et ailleurs qui peuvent vous apprendre à désamorcer vos pensées, à méditer, à revenir au moment présent, à bien interpréter les statistiques et les probabilités pour vraiment rester dans quelque chose qui est très concret et pragmatique. Parce que c'est ça vraiment qui est important dans la peur de la récidive. C'est dans son terme l'indique, hein, on est dans la peur, on n'est pas dans la réalité de la récidive. Donc, il faut rester dans une interprétation réaliste de tout et toujours ramener son esprit à la réalité. Ça, c'est hyper important, mais ça s'apprend. Ça s'apprend. Tolérer l'incertitude de la vie, ça s'apprend. Tout à fait. Et moi, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est effectivement, bah, déjà respirer profondément. Et puis la vie, c'est un pas, un après l'autre. Alors oui, vous avez vécu les traitements, vous êtes peut-être déjà dans le pendant de vos traitements, c'est pas simple. Et là encore, on parle souvent de marathon plus que de sprint, et donc de bien jauger son énergie pour faire un pas après l'autre et arriver jusqu'à ce Graal qui est la rémission. Seulement, effectivement, en rémission, il y a aussi ces questions qui peuvent survenir de est-ce qu'il y aura une récidive, est-ce que ça peut se passer ou pas. Mais comme dit Fanny, on ne peut pas tout contrôler. Et être dans l'instant présent, c'est vraiment, c'est profiter de vos proches, de vos envies, de vos projets. La vie, c'est maintenant. C'est vrai que le programme que Fanny a créé, qui est dans l'application en accès libre, il est génial parce que ça permet aussi de se tranquilliser et de comprendre les mécanismes qui se jouent dans notre tête. Ces peurs, toutes ces peurs irrationnelles, ces peurs que l'on ne contrôle pas forcément et qui viennent nous bouffer la tête, le cœur, le corps parce qu'on a peur de ce que pourrait être cette récidive et on évite de vivre cet instant présent. Et donc, ce lâcher-prise, il est important. Dans le deuxième message qui a été reçu, la personne parle de est-ce vraiment ma faute? Ce n'est pas votre faute. Cette maladie n'est pas votre faute. En aucun cas, elle est votre faute. Ça arrive à tout le monde. Vous le savez très bien, vous comme moi. Moi, je l'ai eu à 24 ans. Il y a des enfants qui l'ont, aussi bien que des personnes plus âgées. Ça touche toutes les classes de la société. Et il n'y a aucune culpabilité à avoir à ça. En revanche, libre à vous de voir comment vous souhaitez appréhender cette rémission et du coup cette peur de la récidive. Et donc effectivement, dans les exemples cités, le mental, effectivement, l'approche que vous allez construire, elle est importante. L'activité physique adaptée, oui, complètement, parce que c'est prouvé par la science que ça améliore vos capacités physiques et puis ça recule le risque de récidive. La méditation, c'est bien parce que ça permet de lâcher prise, aussi lâcher le mental, revenir à son souffle, revenir à l'instant présent. On a aussi un programme qui est disponible là-dessus dans l'application si vous le souhaitez. Diminuer les sources de stress, mieux dormir, bien manger, diversifier. C'est autant de petits détails du quotidien qui vont jouer en votre faveur. Et l'insouciance, c'est aussi être dans l'instant présent. C'est observer les nuages allongés dans l'herbe.
c'est observer les papillons voler, les vagues se briser sur le rivage, la rivière courir dans la vallée. Bref, c'est apprécier tout ce qui nous entoure et être juste heureux d'être là, d'être content d'être dans cette après-maladie et de se tranquilliser en fait. Pourquoi se rajouter encore du stress, des peurs sur les épaules qui vont encore nous peser? Vous avez déjà traversé un gros bout qui est le pendant des traitements. Et cette rémission, eh bien, c'est comme disait Fanny, c'est bien faire sa surveillance. Donc, les examens qu'on va vous prescrire à fréquence régulière sur ce temps de surveillance de la rémission, c'est de bien les faire, c'est d'y aller tranquillement, c'est de se dire que ça va aller. Et c'est quand effectivement ces peurs qui viennent vous animer de est-ce que à l'IRM ou est-ce que la radio, ils vont voir quelque chose, dites-vous que il y a des chances que ça soit possible, mais il y a des chances aussi que ça ne se passe pas. Et puis, si ça se passe, ce sera pris relativement en amont. Vous êtes suivi par une super équipe de soins et donc, vous serez de toute manière très bien pris en charge. Mais c'est avant tout de revenir à l'instant présent et de profiter de chaque jour. Moi, je sais qu'il y a pas mal de gens que j'ai pu rencontrer sur ces 12 ans qui m'ont dit « Mais moi, aujourd'hui, chaque jour, c'est un cadeau. » Depuis que je suis en rémission, chaque jour est un cadeau. Et ça peut être des gens, ça fait 12 ans, 15 ans, 20 ans qu'ils sont en rémission. La maladie est derrière eux. Et ce qu'ils disent, c'est que chaque jour, je me lève en me disant que c'est un cadeau et que j'ai la chance de vivre et d'être là et de voir la neige tomber, de voir la pluie tomber, de voir le soleil se lever, de voir mes petits-enfants grandir, de voir ma famille. Voilà, c'est tous ces détails-là, en fait, dont il faut se raccrocher et se sentir chanceux de les avoir. Voilà. Si on prend l'une des autres questions qui nous ont été envoyées, il y a cette notion, effectivement, de se projeter. Et donc, il y a un des messages qui nous a été envoyé, c'est « Pour avancer, j'ai besoin de me projeter. Comment oser le faire alors que j'ai dû mettre ma vie entre parenthèses à cause du cancer à 2 reprises et pour plusieurs mois ?» Ça va? Oui, alors ça, effectivement, la projection, les objectifs, c'est une question qui revient vraiment souvent. Donc, ça reste important, en fait, d'avoir des objectifs de vie, évidemment, parce que c'est pareil, je reviens sur cette histoire d'incertitude. Personne n'est vraiment capable de dire avec une certitude absolue de tel ou tel projet, est-ce que ça va aboutir? Tel ou tel engagement, est-ce que je vais m'y tenir? Puisque, en fait, l'incertitude, elle fait partie de la vie de tous les jours. Mais là, la différence, ça réside vraiment dans le fait que tant qu'on n'est pas vraiment confronté à cette idée, on n'en a pas totalement conscience. Mais en fait, tous les jours, on vit avec. On est l'incertitude de savoir si la maison elle va être cambriolée pendant qu'on n'est pas là, si nos enfants vont pas mal tourner, si notre mariage va pas s'écrouler. Et pourtant, on vit tous les jours, on profite, on fait nos plans de resto, de vacances, de je ne sais quoi, de changement de travail, etc., etc. Et donc, du coup, c'est hyper important d'avoir quand même des objectifs de vie. En revanche, ce que vous pouvez faire, éventuellement, c'est de les redéfinir, évidemment. Donc déjà, par exemple, vous prenez un petit cahier, vous mettez toute la liste des objectifs que vous aviez. Ça, c'est la première étape, d'accord? Et puis, moi, ce que je vous conseille, évidemment, c'est de ne pas forcément projeter sur des années, mais d'abord, tout doucement, de vous entraîner à projeter sur quelques jours, une semaine, un mois, etc. Donc, vous mettez toute votre liste d'objectifs. Vous regardez déjà ceux qui doivent être éliminés. Je dis n'importe quoi, objectif faire le tour du monde. Si vous avez un handicap suite à la maladie, celui-là, peut-être on peut l'éliminer ou l'adapter. Et puis ceux qui sont encore réalisables comme tels. Donc, vous voulez classer. Qu'est-ce que je peux finalement toujours faire? Qu'est-ce que je peux adapter ou que, hélas, je dois éliminer? Et puis après, vous les transformez. Si, par exemple, je dis n'importe quoi, vous voulez découper en petites étapes, court terme, moyen terme, long terme. Par exemple, vous vouliez faire le tour du monde, je dis n'importe quoi. Celui-là, on va l'éliminer et on va plutôt mettre un objectif peut-être un peu moins ambitieux qui serait faire le tour de l'Europe. Bon, et puis cet objectif-là, vous le découpez en 3. Le week-end prochain, je fais du tourisme de proximité, petit objectif. Je vois que ça se passe bien, je suis contente. Mon but à moyen terme, peut-être dans quelques semaines ou mois, ça serait partir une semaine dans une ville d'Europe. Et puis, mon but à plus long terme, je transforme mon tour du monde en 15 jours aux États-Unis. Vous voyez, vous reclassez de façon hyper concrète et pragmatique vos objectifs.
vous enlevez ce que vous ne pouvez pas garder et vous commencez par des mini-objectifs. Si vous vouliez repeindre votre maison, et ben d'abord, vous repeignez la semaine prochaine un mur de votre chambre. Tout peut se mettre comme ça, mais c'est hyper important de continuer d'avoir des objectifs. Je vous disais que l'être humain ne tolère pas l'incertitude. Une des autres choses qu'il ne tolère pas, c'est l'absence de projection. Si vous ne vous projetez plus, vous allez vous allez déprimer en fait. Donc, mais après, on peut se projeter à juste demain ou la semaine prochaine. Et on peut se projeter en allant se dire, je vais m'acheter une glace. Et c'est déjà une belle projection. On refait des petits pas tout doucement et des petits objectifs. Je ne sais pas ce Tout que à tu fait. en penses, Non, Sophie. non, complètement, Fanny, je suis complètement alignée avec toi. Enfin, quand le cancer survient, voilà, tout se retrouve bouleversé à 180 degrés. D'indépendant, on devient plus ou moins dépendant. D'être en forme, on devient fatigué et douloureux. C'est des changements qui sont difficiles à appréhender et le pendant des traitements n'est pas confortable, bien évidemment. La rémission, c'est un peu le bout du tunnel parce que quand on est pendant les traitements, on se dit que c'est ça le bout du tunnel. Et puis une fois qu'on y est, il y a d'autres questions qui se posent. Et puis le pendant de cette rémission, c'est un peu cette crainte de la récidive, mais c'est la suite du chemin. Et donc, quelque part, moi, souvent, ce que j'ai pu entendre sur le chemin, c'est apprivoiser de nouveau cette notion du temps, de l'avenir, des projets qu'on peut à nouveau faire. C'est peut-être probablement moins loin dans l'avenir, mais pas à pas. Par exemple, au début, c'est voir dans une semaine, voir à 2 semaines, voir à 1 mois, voir à plusieurs mois. C'est comme un muscle, en fait, à mobiliser à nouveau. C'est pas évident. Au début, vous allez peut-être un peu avoir quelques difficultés, mais petit à petit, à nouveau, ça reviendra un peu plus naturellement. Et puis, il y a aussi cette prise de conscience que la maladie, elle a peut-être aussi fait évoluer vos projets de vie, avec l'envie de profiter de maintenant ou à court terme, sans voir à dans 20 ans. Vous êtes conscient, consciente probablement de la fragilité de la vie, que ça peut vaciller en un instant, et c'est OK, c'est la vie. Alors, comme le dit Fanny, mettez-vous des objectifs qui vous font envie, qui vous font plaisir, qui vous mettent en joie, et accomplissez-les pas à pas. Et partagez-le à vos proches, à vos amis. Faites-en des défis collectifs, des choses que vous avez envie d'accomplir ensemble. Et vous serez encore plus heureux de les avoir accomplis, de les avoir réalisés et d'avancer ensemble. C'est ça le chemin, en fait. Moi, j'ai l'impression que c'est ça la vie au final. Et oui, d'accord, on est peut-être un peu plus conscient en étant patient, ancien patient. On est peut-être un peu plus conscient que demain, on peut être à nouveau malade ou on peut être renversé par une voiture. La vie, elle est fragile. Mais nous, on est conscient de sa valeur. Et du coup, effectivement, un peu comme ce que je disais tout à l'heure, des gens qui disent que la rémission, ce temps de l'après-traitement, c'est vraiment chaque jour est un cadeau. Et c'est ça. Et donc, dans ce cas-là, vu que c'est un cadeau, essayons d'en profiter au maximum. Oui, pour compléter, c'est vraiment important ça, cette notion de valeur de vie. Parce que parfois, justement, quand tout va bien et qu'on a le nez dans le guidon, vous avez dû bien sûr vous en rendre compte en ayant été malade ou en étant malade et en discutant avec l'entourage, on se perd un peu sur le chemin, quoi. On avait des valeurs de vie qui peuvent être, je sais pas moi, hein, les valeurs de vie, ça peut être un bon parent, être un bon ami, être honnête, sauver les animaux, ça peut être tout un tas de choses, hein. Et puis, on peut on dévie un peu de notre chemin parce qu'il y a des projets, parce qu'il y a des choses, parce qu'encore une fois, oui, on est la tête un peu, la tête dans le guidon. Et moi, je trouve que pour redéfinir bien les objectifs de vie, enfin vos objectifs, pardon, après avoir été malade ou voilà, c'est important justement de retravailler sur ces valeurs de vie. Tiens, au fait, je m'étais peut-être un peu perdue en route. Bon, essayons de tirer un peu du positif, on va dire, de la maladie. Ça va me permettre de me poser. Qu'est-ce que j'ai la Fanny d'avant là et celle qu'elle voulait être, est-ce qu'elle est vraiment celle qu'elle est aujourd'hui? Quand est-ce que j'ai un peu déraillé ou changé de voie? Et est-ce que j'en profiterai pas pour utiliser tout ce que j'ai vécu, pour, me remettre un peu sur les rails et donc, est-ce que je redéfinirais pas non plus des objectifs, qui soient bien concordants avec, les valeurs que, j'avais, dans ma vie? Ça, je trouve que c'est, hyper intéressant donc il y a aussi vraiment tout un tas d'exercices à faire là-dessus, sur, se poser consciemment, Mm. concrètement, par l'écriture, par exemple, sur ses valeurs. Tout à fait. Et on constate aussi qu'il y a des patients qui, naturellement, vont envisager une reconversion
professionnelle, par exemple, en disant, bah, en fait, le métier que je faisais avant ne me plaît plus parce que mes valeurs, parce que mon projet de vie, parce que j'ai envie de déménager et du coup, il n'y aura pas les mêmes opportunités là où je vais. Et de se réinventer, en fait. Et quelque part, on peut se réinventer un peu quand on veut dans sa vie. Et peut-être que la maladie va accélérer le processus de se dire, bah, si, voilà, enfin, je sais que la vie, elle est fragile et donc j'ai envie de faire quelque chose qui a du sens pour moi, qui est aligné à mes valeurs, comme disait Fanny. Et donc, bah, est-ce que je ne vais pas chercher un métier dans lequel je me sens encore plus épanouie, dans lequel je vais encore plus m'éclater? Parce qu'effectivement, si ça doit s'arrêter demain, autant qu'aujourd'hui, je profite. Alors, on va continuer sur un autre message qui, celui-ci, est aussi intéressant parce qu'il parle de la dimension de l'aidant, qui est effectivement, pour ceux et celles qui ne voient pas forcément de quoi on parle souvent du patient, mais l'aidant, c'est vraiment les proches qui accompagnent vraiment et qui entourent au plus près le patient face à ses traitements et face à l'après-maladie. Alors, la question qu'on a reçue est celle-ci. En tant qu'aidant, dire ou protéger tout en gardant espoir. Est-ce toujours une bonne chose de tout dire à un malade? Les médecins ont-ils cette obligation? Depuis le début, mon mari sait que la tumeur qu'on lui a retirée pourrait revenir. Sa réponse a été: alors à quoi bon prendre les traitements? J'ai donc fait le choix de ne pas tout lui expliquer pour le préserver. Bien sûr, mais surtout pour qu'il accepte les traitements lourds, car en connaissant, je ne suis pas certaine qu'il aurait voulu affronter le protocole. La neurologue nous a expliqué que le glioblastome que mon mari a des grandes difficultés de compréhension et il n'a pas tout compris. Il ne lui reste plus qu'un cycle de médicaments et je ne peux pas m'empêcher de penser à la suite au moment où cette saleté reviendra. Je sais que je serai la première à le savoir puisque c'est moi qui vais chercher les résultats et qui les transmets à la neurologue. Est-ce que la neurologue est dans l'obligation de l'informer de tout? Si oui, comment garder espoir et surtout profiter des mois ou des années qu'il reste quand on sait que tout est perdu d'avance? Vaste débat, je sais. Fafa? Oui, vaste débat. Alors déjà, je vais répondre d'un point de vue très médical sur le sujet de l'information aux patients, parce que là, il y a un peu 2 choses. Soit la personne, elle n'est pas capable sur un plan cognitif de comprendre, par exemple, ben, c'est vrai, il y a certaines tumeurs cérébrales ou des métastases où on va perdre de façon temporaire ou définitive certaines capacités cognitives. Si le médecin bah, détecte qu'il n'y a pas une bonne compréhension de la maladie, bah là, il doit quand même en parler à un proche. Bon, là, en l'occurrence, c'est ce qu'il semble se passer. C'est important, en tout cas, que le médecin puisse informer un proche ou des proches s'il voit que le patient n'est pas capable, sur un plan cognitif, d'avoir une bonne compréhension. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, ça serait un patient qui a toutes ses facultés intellectuelles et cognitives, mais qui de lui-même va demander à ne pas savoir. Il y a des patients qui préfèrent, alors attention à ne pas se retrouver dans une forme de déni total, c'est un peu ce dont je vous parlais tout à l'heure. On peut se retrouver dans une forme de déni tel qu'on ne va pas faire des traitements, par exemple. Donc là, c'est une pathologie, enfin, c'est important de prendre en charge ça et de voir un psychiatre puisqu'évidemment, ça met en danger la vie de la personne. Mais sans être dans le déni, il y a des patients qui vont dire à leur oncologue: «Bon, ben, moi, je vais respecter votre traitement à la lettre, mais je n'ai pas du tout envie de savoir si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Je ne veux pas savoir si j'ai des métastases ou quoi. Vous me dites le protocole et je le fais». En ce cas, et si la personne, elle a encore une fois toutes ses facultés et que, elle a décidé ça, on n'a pas, nous, enfin, les médecins n'ont pas d'obligation totale de l'informer de tout. Et en revanche, en effet, il est possible d'en parler avec un proche et que le proche soit au courant. Mais on n'a pas une obligation absolue d'en parler à la personne si celle-ci a exprimé et qu'elle a toutes ses facultés, qu'elle ne voulait pas tout savoir. En revanche, on a l'obligation, évidemment, de l'informer, de lui expliquer les traitements, les effets secondaires éventuels, etc. Tu me confirmes bien ça, Anne-Sophie? Oui, oui, tout à fait. Très médical. Et alors après, l'autre pendant, de la question, que je vois, c'est, eh bien, la charge de l'aidant, quoi. La charge mentale de l'aidant qui peut éventuellement, en effet, être détentrice d'un lourd,
secret, hein, ça peut aller jusqu'au secret, et puis qui a une charge mentale, une charge physique, qui doit souvent continuer de travailler. Il y a des difficultés financières qui peuvent survenir. En plus de ses activités habituelles, ben, peut-être qu'elle va prendre certaines charges que l'autre prenait et qu'il n'est plus en capacité de faire. Et puis, en plus, il faut peut-être aussi accompagner son conjoint ou son enfant, son parent à des rendez-vous médicaux, veiller pendant les hospitalisations. Bref, l'aidant, il peut faire un burn-out, hein, il peut craquer et en plus, évidemment, il culpabilise de se dire il faut pas que je craque, il faut pas que je craque, j'ai pas le droit de craquer, c'est pas moi qui suis malade, etc., etc. Donc c'est quand même c'est très très dur. De plus en plus, aider les aidants, c'est une notion en oncologie et pour toutes les maladies chroniques qui revient et qui sur laquelle ben, les médecins, les entreprises également vont de plus en plus s'intéresser. Il y a beaucoup d'entreprises qui mettent en place des choses pour les aidants, des formes d'arrêt de travail, de jours de congé exceptionnels, des horaires modifiables, etc. C'est très dur d'être un aidant pour toutes les raisons que je viens de citer. Ça me paraît important d'en parler et de communiquer avec l'autre, hein, en disant que c'est dur et de continuer, enfin, et de pas s'interdire d'être heureux, de pas s'interdire de sortir. Parce qu'on ne peut pas être un bon aidant si on n'est pas bien dans notre tête. Donc, nous, il faut quand même continuer à vivre. Normalement, j'aime pas bien ce terme. Hein, évidemment qu'il y a plein de choses qui changent. Mais il ne faut pas s'interdire de sortir. Il ne faut pas s'interdire de rigoler, d'aller faire la fête. Et même pour la personne malade, en fait, ça lui fait vachement de bien. Parce que quand vous allez rentrer à la maison, bah, vous allez lui raconter pia, 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 pia. Il y a Ginette qui a dit ci, il y a François qui a dit ça. Ah, ben ça le change, ça le réancre dans la réalité, dans la planète qui, oui, elle continue de tourner. Et en fait, c'est quand même important, et je pense que c'est important pour la personne malade de vous voir bien aussi. Et puis, même conseil, même si c'est plus difficile, c'est plus facile à dire qu'à faire, de se réancrer dans le moment présent, de ne pas être dans l'anticipation de qu'est-ce que je vais faire quand la maladie va revenir. En fait, il faut vraiment essayer de se dire que enfin, à chaque fois qu'une question comme ça vous vient, je finirai là-dessus, mais c'est important, et ça, c'est pour les aidants et pour les malades ou les anciens malades, de tout de suite se dire, tiens, je suis en train de penser à ce truc-là, typiquement, oh là 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 là, qu'est-ce que je fais, enfin, comment je vais faire si ça revient. Bon, est-ce que c'est utile? Est-ce que la pensée à laquelle je pense est utile? Oui ou non? Une pensée utile, c'est quoi? C'est une pensée sur laquelle on peut avoir des solutions. Est-ce qu'on peut vraiment avoir des solutions là tout de suite de si la maladie revient, que ce soit chez le conjoint ou pour soi? Qu'est-ce que je peux anticiper? Est-ce que je vais moins mal le prendre? Est-ce que je vais moins mal le vivre si jamais j'y pense tout le temps? Est-ce que j'ai des trucs administratifs à faire si jamais la maladie revenait, etc. Penchez-vous vraiment de façon pratique. Si vraiment vous avez des petites pistes de solutions, bah, ça, faites-le, les choses administratives ou que sais-je, ok. Mais en fait, vous allez vous rendre compte que il y a une vraie inutilité d'y penser. Encore une fois, plus facile à dire qu'à faire. Tout à l'heure, on parlait de la météo. Anticiper la météo, je ne sais pas, on se marie dans 15 jours et je suis en compulsion sur le site de Météo France. Bah, pourquoi pas? Parce qu'on peut avoir un plan B. S'il pleut des cordes, on peut mettre des tentes, on peut changer l'endroit de la location, on peut. Voilà. Donc, du coup, c'est pas si bête d'anticiper et de trouver un plan B. Pour la récidive, y penser tout le temps, compulser les sites, les statistiques, s'examiner 10 fois par jour. Est-ce que c'est utile d'y penser? Est-ce qu'il y a un plan B? Hélas, je n'en suis pas certaine. Le seul plan qui est en train de se produire, c'est que du coup, on ne profite en plus pas de l'instant présent, tout ça pour un truc qui peut-être n'arrivera jamais. Donc, que ce soit l'aidant ou que ce soit le patient, il faut vraiment réussir à se répéter ce mantra, même si évidemment, ce n'est pas évident, mais c'est une vraie gymnastique mentale, en fait, de revenir pleinement au moment présent. Ouais, je pense que donc moi, effectivement, je suis passée par la maladie, mais j'ai aussi eu ce rôle d'aidant pour de nombreux jeunes et de nombreuses personnes autour de moi, malheureusement, depuis. Et ce rôle, il est très inconfortable parce qu'on ne maîtrise rien, on ne contrôle rien et on ne peut pas prendre la douleur de l'autre. Donc, être présent pour l'autre sans pouvoir rien faire, ça peut être très frustrant.
Et ça peut aussi faire peur parce qu'on est conscient de tous les risques, de toutes les peurs qui sont là. Et encore plus quand voilà, j'entends que vous êtes, c'est votre mari qui est malade, donc c'est votre partenaire de vie, c'est la personne que vous avez épousée, à qui vous avez dit oui pour la vie. Et effectivement, on dit souvent, bah oui, dans la santé comme dans la maladie, bah dans la maladie, c'est pas confortable parce que on ne sait pas combien de temps et on ne sait pas ce qui va se passer ensuite. Le premier conseil, c'est, comme disait Fanny, c'est entourez-vous, confiez-vous à d'autres personnes de confiance et organisez le temps pour que d'autres prennent le relais de temps en temps auprès de votre mari pour que vous puissiez prendre soin de vous. Parce que si personne ne prend soin de vous, c'est votre santé aussi qui est en jeu. Et donc ça, c'est vraiment le premier garde-fou à avoir en tête, c'est que vous êtes aussi importante que votre mari. Et il y a peut-être d'autres gens qui seront ravis de pouvoir aussi passer du temps avec lui. Il a peut-être des copains, je ne sais pas, de pétanque, de belote, de chasse ou que sais-je encore, ou des anciens collègues de travail qui seront ravis d'aller passer du temps avec lui et de vous permettre d'avoir un temps pour vous, pour aller vous balader avec vos copines, d'aller prendre un thé, d'aller à la piscine, de faire une activité qui va vous faire du bien ou un massage. Ou voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire à côté pour prendre soin de vous. Et puis, c'est aussi en parler ensemble parce que votre mari, comme vous vivez des émotions qui sont fortes et que vous pouvez partager ensemble. C'est des conversations qui souvent sont riches, sont pas évidentes. Il peut y avoir des larmes, il peut y avoir de la colère parce que la colère d'être face à une maladie qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas, où on a des traitements mais on ne sait pas quelle sera l'issue. Et tout ça, c'est des choses qui vous animent et qui l'animent lui. Et pouvoir poser des mots là-dessus, ça peut aussi soulager. Là, je parle sous le contrôle de Fanny, qui est psychiatre, mais moi, je suis vraiment convaincue que ça peut aussi vous soulager, ça peut le soulager lui, et ça vous permettra aussi de comprendre ce que traverse l'autre. Parce que bien souvent, on est dans notre vécu de patient, on est dans notre vécu d'aidant, mais sans forcément bien apprivoiser ce que traverse l'autre, et souvent en projetant sur lui des peurs qui ne sont peut-être pas les siennes. Et donc, de pouvoir en parler, ça permet effectivement de mettre les choses à plat et de comprendre ce que vit l'autre. Et puis, quelque part, comme disait Fanny, ces inquiétudes, c'est plutôt se concentrer sur aujourd'hui. Et moi, souvent, l'exercice que j'aime bien faire et qu'on m'avait donné en conseil il y a très longtemps et que je donne souvent maintenant, aujourd'hui, à des gens autour de moi qui sont sur ce chemin de la rémission avec cette peur, effectivement, de la récidive, c'est de faire la liste de vos envies, de vos rêves. Est-ce que c'est des voyages? Est-ce que c'est un repas fastueux, une sortie en mer, adopter un chien, un saut en parachute? C'est autant de rêves plus ou moins grands qui peuvent être réalisés dans un temps pas trop long et Oui, bah, auxquels on peut… ça peut aller avec nos objectifs dont on parlait tout à l'heure, c'est top. Exactement. Et auxquels on peut inviter ses proches et ses amis à les réaliser ensemble. La vie, c'est maintenant. Et donc, si vous avez vraiment des choses qui vous animent, qui vous donnent vraiment envie de les faire, bah, pourquoi attendre en fait? Si vous pouvez les faire, alors bien sûr, il faut vérifier. Je parlais de saut en parachute. Bon, vérifiez quand même avec votre équipe de soins qu'on est OK et que c'est possible pour vous de faire ces activités-là. Mais voilà, tous les rêves que vous avez, pourquoi attendre la retraite? Pourquoi attendre dans 20 ans, dans 30 ans, qu'on ait économisé ou qu'on ait fait ci ou qu'on ait fait ça? La vie, c'est maintenant. Si vous en avez les moyens, si vous avez le temps, la santé, si vous avez les gens autour de vous qui sont prêts à vous accompagner là-dessus, allez-y. Oui, aider les aidants, juste je rebondis juste une seconde là-dessus, Vas-y, c'est vas-y. vraiment important. C'est pas parce qu'on est aidant qu'on ne doit pas être aidé, au contraire et du coup, c'est une sorte de chaîne vertueuse qui se met en place, hein. Quand on est aidant, on a aussi besoin, d'être aidé et j'ai mis, oui, dans le chat une citation que j'aime bien, qui me fait plutôt sourire de Mark Twain, justement sur cette anticipation anxieuse de: «Oh là 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 là, qu'est-ce qui va se passer quand la maladie reviendra ou si la maladie revient?» J'aime bien cette citation, elle me fait sourire. J'ai vécu des choses terribles dans ma vie, dont certaines se sont réellement produites. Et puis, je finirais juste pour les aidants. Je me rappelle, moi, par exemple, quand j'étais à l'hôpital pendant mes traitements, j'avais souvent des proches. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de visites et d'avoir beaucoup de gens qui sont venus me voir parce que j'avais des chimios longues de 4 jours. Et souvent, la question qui revenait en boucle, c'était: mais qu'est-ce que je peux t'apporter? Qu'est-ce que je peux faire pour te rendre service? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et bien ça, en fait, typiquement, il peut y avoir une personne référente autour de vous. Donc, par exemple, moi, j'ai l'impression que là, dans le message qui a été envoyé, c'est vous, en tant qu'épouse, qui êtes un peu la personne référente. Mais moi, par exemple, c'était ma maman. Cette personne référente peut être à même de dire, là, par exemple, il y a telle et telle envie. Par exemple, là, j'ai envie de fraises. Donc, la personne malade a envie de fraises. Est-ce que voilà, sur le chemin de l'hôpital, tu ne veux pas ramener une barquette de fraises? Et puis, pour les proches qui posent des questions autour de comment je peux t'aider, en fait, venir cuisiner, venir faire de la lecture,
venir s'occuper des enfants, venir faire le jardin, sont autant de petites choses qui peuvent aider et apporter du confort aux aidants comme aux patients. Et donc, à nouveau, n'hésitez pas à suggérer des idées, à suggérer des choses qui peuvent effectivement venir en renfort et en soutien à la fois de votre personne aidante principale, mais également de vos envies, de ce dont vous avez besoin. Dans les messages qu'on a reçus également, donc il y a cette notion de se préparer à l'après-traitement, quid de poser les deux ensemble, c'est-à-dire Denise nous écrit et nous dit « À présent que la fin de mon traitement approche, je m'inquiète au sujet de la période de rémission. Quel contrôle et à quel rythme? Quelles seraient mes chances de rechute? Et si oui, quid alors? Combien de temps resterai-je fatiguée et envahie par des douleurs diverses? Retrouverai-je une vie assez normale et pourrai-je à nouveau voyager en Belgique et en dehors? Quand retrouverai-je la maîtrise de mes gestes pour écrire et dessiner et peindre? Quand mes cheveux repousseront-ils et comment? Blanc, bouclé, déjà merci. » Et puis, on a eu un autre message qui va dans la même lignée, donc je te le partage aussi également, Fanny. « Bonjour, je suis en fin de chimio pour un cancer de la prostate métastatique. Je ressens de l'inquiétude vis-à-vis d'une évolution ou récidive des métastases osseuses sur le bassin et 2 vertèbres. 3 petits points. Merci. » Donc, je vais essayer de répondre de façon un peu plus générale et pas trop centrée sur parce que je ne sais pas en fait, hein, c'est vraiment pas parce que je ne veux pas répondre, mais c'est aussi parce qu'il y a des choses que je ne sais pas. Par exemple, comment vont repousser les cheveux et ça, je pense que personne ne le sait. Donc c'est pas facile de répondre, à ce type de questions. Est-ce que vous allez pouvoir repartir en Belgique? Ben oui, je pense que oui, il y a pas de raison, mais ça, c'est pareil, hein, c'est un peu soumis à votre équipe médicale. Moi, déjà, ce que je voudrais dire là-dessus, le mot qui me fait tilt, c'est les statistiques. Vraiment, faites attention sur, les statistiques, les probabilités. Je pense qu'on a dû vous le dire et vous le redire, c'est que les statistiques, il faut faire attention où on les prend. Ne les prenez pas n'importe où, mais sur des sites, évidemment, qui sont, très spécialisés, et reconnus et qui sont médicaux ou mieux encore avec votre oncologue. 2, les statistiques, elles sont d'ordre général. Elles ne prennent pas en compte des facteurs très individuels, le stade de la maladie, les antécédents médicaux, familiaux, l'état de santé global du patient, etc. Donc, en fait, chaque cas est quand même vraiment très unique. Les exceptions, elles existeront toujours. C'est bien pour ça qu'on ne peut jamais vous dire 0% ou 100%. Donc, et en plus, les statistiques, elles changent avec le temps. Si on dit que le taux de survie est de X pour le cancer du sein à 5 ans, bon, bah ça, c'est des statistiques qui datent déjà. Donc, si aujourd'hui, vous avez un cancer du sein, on est sur les statistiques d'il y a 5 ans. Donc, avec les avancées récentes, évidemment, il y a plusieurs années qui ne sont pas prises en compte. Donc, tout ça font qu'il faut quand même vraiment faire attention aux statistiques. Et aussi, je cite aussi souvent ces exemples, Anne-Sophie s'en souviendra, sur notre interprétation personnelle de la probabilité et de la statistique. Si je vous dis j'ai une chance sur 100 d'obtenir ce nouveau job, vous allez me répondre oh là là, ça va quand même être chaud pour toi. Si je vous dis j'ai un risque sur 100 de mourir si je monte dans cet avion, vous allez me dire oh là là, surtout ne monte pas. Pourtant, on est exactement sur la même statistique. Si je vous dis vous allez avoir 30% de vos enfants qui vont avoir leur bac, vous allez trouver que cette statistique est tout à fait nulle et que 30% de vos enfants qui vont avoir le bac, c'est nul. Si je vous dis 30% de vos proches vont se suicider, vous allez trouver que c'est horrible et que c'est énorme. Donc, il y a vraiment un biais d'interprétation personnelle dans des statistiques. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment être attentif sur votre propre interprétation et lecture. Évidemment que le mieux, c'est de regarder avec votre oncologue. L'autre point, moi, que j'entends, c'est l'après-cancer. Et ça, évidemment, Anne-So, tu vas en parler, je pense. C'est toujours difficile quand on arrive, et vous avez raison, Denise, pas de vous inquiéter, mais en tout cas d'anticiper pour le coup un petit peu. Je vous disais de ne pas anticiper, ça dépend des choses. Ça, vous pouvez l'anticiper. Parce que oui, d'un seul coup, on est un peu comme plongé dans le grand bain. On a beaucoup moins de contrôle. Et plutôt que de s'en réjouir, en fait, on va stresser. On va avoir l'impression que là, ça y est, on est lâché sans filet de protection. Alors que non, si vous avez moins de contrôle, c'est parce qu'en fait, il y a moins besoin de vous contrôler parce que ça va.
Donc, la période de rémission, ben oui, vous allez moins voir vos équipes de soins. Les effets secondaires, vous demandiez la fatigue, les douleurs. Je ne sais pas ça vous répondre. Mais oui, anticipez le fait que vous allez un peu moins voir votre équipe de soins et que c'est normal. Et que du coup, c'est normal d'être stressé et que ça va être un peu à vous de mettre le curseur au milieu. Tout ce que vous allez devoir être actif sur tout ce que vous pouvez faire pour essayer de ne pas récidiver. L'alimentation saine, pas d'alcool, pas de cigarettes, l'activité physique, profiter de la vie, rester dans le moment présent. Essayez de faire la petite liste de tout ce que vous pouvez un peu maîtriser. Et puis le reste, bah, il y a une part que vous... Et puis bien sûr, allez à vos rendez-vous médicaux, vos bilans, etc. Il y a une autre partie que vous ne pouvez pas maîtriser, donc là-dessus, il faut lâcher prise. Ne plus aller à ces bilans de peur qu'il y ait une récidive, évidemment, c'est une très mauvaise idée. Mais à contrario, s'auto-palper 10 fois par jour en se disant que ça va nous aider à ne pas récidiver, c'est aussi une mauvaise idée parce qu'on s'empêche de vivre. Donc, essayez de faire, d'avoir le pouvoir sur quoi vous avez le pouvoir, vos rendez-vous médicaux, encore une fois, l'hygiène de vie, etc. Et puis, sur le reste, effectivement, il faut lâcher et se dire, chouette, ça y est, j'ai moins de contrôle. Donc en fait, je profite, quoi, tout simplement. Enfin, tout simplement, non, je mets les guillemets parce que je sais que c'est pas si simple. Pardonnez-moi ce terme. Anne-Sophie va me le confirmer. Yes. Non, je suis à nouveau assez alignée avec toi. Enfin, je pense que l'après-maladie, de toute façon, vous sera expliqué par votre équipe soignante en termes de suivi, d'examen et de contrôle. Donc, la fréquence, les examens à faire, on vous donnera des ordonnances à chaque rendez-vous. Moi, par exemple, pour vous donner un exemple concret, quand je suis arrivée en rémission après 13 mois de traitement, j'avais au début une surveillance pendant 2 ans, tous les 3 mois, pour laquelle je devais faire des examens sanguins, un scanner avec injection et une écho cardiaque tous les 6 mois. Et puis, en fait, l'idée de cette période de rémission, c'est que ça dure 5 ans. Et au bout de 5 ans, on considère que le risque de récidive est moins grand. Et donc, on arrive dans... Avant, on appelait ça guérison. Maintenant, on appelle ça rémission complète. Mais effectivement, dans ces 5 ans, c'est là où effectivement, on est, entre guillemets, plus à risque d'avoir une rechute. Et donc, effectivement, on a cette surveillance qui peut être plus fréquente que par la suite. Mais ça, encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions à votre oncologue, à votre équipe de soins. Ils seront à même de vous expliquer tout ça. Et effectivement, pour les statistiques, là aussi, vous pouvez poser la question. Comme disait Fanny, c'est des chiffres qui existent maintenant. Chaque personne est différente. Et même pour une même pathologie et pour les mêmes traitements reçus. Et croyez-moi, j'ai rencontré de nombreux patients qui ont eu un sarcome des Ewing comme moi, pas à la même zone du corps. J'ai un ami qui a rechuté, j'en ai d'autres qui n'ont pas rechuté, j'en ai même qui ont eu des enfants alors qu'il y avait un risque de stérilité de 80 à 90% avant de commencer les traitements. On est chacun des individus différents, avec des vécus différents, et donc nos corps répondent différemment à ces traitements. Et donc moi, je prendrais effectivement avec beaucoup de précaution ces statistiques et de ne pas les prendre pour argent comptant parce que, encore une fois, on est tous différents. Sur cette notion de fatigue et de douleur, il faut bien se rappeler que votre corps, il a été éprouvé par la maladie et par les traitements et il doit récupérer de cela. Et donc, moi, l'exemple de la prise de sang qu'on m'a donné très rapidement à l'hôpital et qui est souvent l'exemple qu'on donne à des patients, c'est de dire que pour revenir à une prise de sang à peu près équivalente à celle que vous avez avant, à celle que vous aviez avant vos traitements, il faut environ 1 an et demi à 2 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre corps et donc votre moelle osseuse, votre moelle épinière, elles ont besoin de temps pour récupérer du choc de la chimio et de la radiothérapie et de la chirurgie et de tout ce que vous avez pu avoir de vos traitements pour pouvoir bien se remettre. Et donc, forcément, la fatigue et les douleurs vont être encore présentes un petit peu de temps. Et là encore, il va falloir s'armer de patience et surtout bien s'entourer. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des douleurs qui sont récurrentes, qui sont problématiques, qui vous posent problème au quotidien, de bien les faire remonter à votre équipe de soins, à votre médecin généraliste en ville, parce que c'est lui qui va être à nouveau votre médecin référent, et de lui dire si vous avez des douleurs, il y a des médicaments qui existent pour vous aider face à ces douleurs. Et après, effectivement, comme disait Fanny, c'est de garder une hygiène de vie qui soit bonne, en fait. Et ça, de se remettre en mouvement. On sait que c'est contre-intuitif, mais le fait de se remettre en mouvement va provoquer de la bonne fatigue, va venir vous remuscler, va ramener du mouvement dans tout votre corps et donc petit à petit, ça va jouer positivement sur votre santé.
Vous parliez de retrouver une vie normale. Alors, quelque part, moi, j'ai envie de dire que vous allez construire votre normalité à vous. Parce que après cette maladie, bah, on est un peu bousculé, on n'est plus forcément la personne qu'on était avant. Et donc, cette normalité, vous allez la construire avec qui vous êtes maintenant. Les voyages, c'est possible en validant avec votre équipe de soins, tout comme la reprise d'une activité physique particulière. Pour les gestes, c'est pareil. Vous parliez de quand est-ce que je pourrais dessiner, peindre. Selon le cancer que vous avez eu, votre motricité, elle a pu être atteinte. Et donc, voyez avec votre oncologue, votre médecin généraliste pour de la kiné et pour des conseils avisés pour vous remuscler. Pour le sujet des cheveux, parce que je sais que c'est souvent un sujet, notamment pour les femmes, mais les hommes sont tout autant touchés par cette perte des cheveux que les femmes. Donc là-dessus, il n'y a pas de secret. C'est vraiment de venir se masser la tête tous les soirs, même quand on n'a pas encore de cheveux et qu'on est encore chauve. Venir se masser la tête, vous pouvez utiliser de l'huile de ricin, de l'huile d'amande douce, et vous venez masser. Moi, je le faisais avant d'aller me coucher, 4-5 minutes tous les soirs. Et en fait, ça, c'est vraiment un conseil de coiffeur. Ça va venir réactiver vos cellules capillaires. Et donc, vos cheveux, ils vont repousser peut-être un peu plus rapidement. En tout cas, ils vont repousser plus beau parce qu'avec l'huile, ça va bien nourrir votre cuir chevelu. Ils vont repousser probablement un peu plus fin, plus doux, possiblement bouclés dans un premier temps. Pas de panique. Moi, ils étaient bouclés avant, ils sont revenus bouclés après. Ils n'ont pas repoussé lisse. Il y a des patients pour qui ça repousse bouclé et puis à la première coupe, ça redevient lisse ou ça redevient dans la nature de cheveux qui était avant. Pas de panique. Voyez plutôt ça avec curiosité. Moi, c'est vraiment ce que j'ai fait, c'est de me dire, bon, bah, j'ai toujours les cheveux bouclés, à voir comment ça va repousser. Et puis, on va avoir toutes les coupes. Et donc, bah, c'est apprivoiser la tête qu'on va avoir avec les différentes coupes. Ça peut être de continuer de porter la perruque si vous êtes plus à l'aise, d'utiliser des casquettes, des chapeaux, des bonnets comme on a pu faire pendant les traitements. Et puis, de retourner voir votre coiffeur, en fait. Il aura lui aussi des bons conseils. Votre équipe de soins de support, si vous en avez une à l'hôpital, également pour poser des questions sur vos cheveux. Et pour le monsieur qui nous disait qu'il avait effectivement un cancer de la prostate métastatique, là aussi, échangez avec votre équipe de soins tout au long de vos traitements. Ils sont à l'écoute de ce que vous traversez et puis vous-même, soyez à l'écoute de votre corps. Comme le disait Fanny, c'est prendre soin de votre hygiène de vie, de rester en mouvement, de garder de la marche au quotidien, de faire une activité sportive adaptée près de chez vous, de veiller à votre sommeil, à ce que votre sommeil soit de qualité, une alimentation de qualité. Et puis voilà. Si on revient maintenant sur les messages du chat, Nancy nous disait donc on va donc On oui, va je viens pas de s'en comprendre. sortir, je Voilà, pense. on Tôt ne ou va pas tard, ça sortir, reviendra. tôt ou tard ça reviendra. Fanny, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que non. C'est pas du tout ça. Alors peut-être on a mal compris la question de Nancy. Non, pas du tout. Tôt ou tard, ça ne reviendra pas. Il y a des cancers qui guérissent. Mais encore une fois, ce qu'on essayait de dire avec Anne-Sophie, c'est qu'hélas, à l'heure actuelle, on est de plus en plus, et ça c'est plutôt d'ailleurs une bonne chose dans des maladies chroniques au niveau du cancer, et qu'on ne peut pas vous dire vous avez 0 de chance de guérir, et on ne peut pas vous dire vous avez 100 de chance de guérir. Vous êtes à vous êtes dans cette fourchette entre 0 et 100. C'est rarissime de pouvoir donner une statistique actuellement en oncologie de 100 de guérison. On est peut-être à 99,9, mais c'est parce qu'il y a des exceptions qui existent et vous en avez bien sûr entendu autour de vous. Donc, on ne dit absolument pas, bien évidemment, que vous n'allez pas vous en sortir. Non, ça peut très bien ne jamais revenir, comme ça peut revenir dans 6 mois, comme ça peut revenir dans 20 ans. Et le message que l'on essaye de faire passer ce soir, c'est celui de Marilyn. C'est que, en fait, tant que moi, ce que je ne veux pas en tant que psychiatre et ce sur quoi j'ai beaucoup travaillé avec les patients, c'est que tant qu'il n'y a pas la mort physique qui peut advenir à 30 ans, 80 ans ou 100 ans, il ne faut pas qu'il y ait la mort psychique. La mort psychique, elle arrive en même temps que la mort physique. On ne doit pas être mort psychiquement, s'interdire de faire des choses, ne pas réussir à profiter, ne pas réussir à être bien, dans la peur d'une éventuelle mort physique qui n'est pas là. Ouais. C'est vraiment ça le sujet. Tout à fait. Et Nancy, vraiment, je vais vous rassurer parce que moi, j'en ai rencontré des milliers de patients depuis 12 ans. Il y en a plein qui n'ont jamais fait de rechute derrière, qui n'ont jamais récidivé.
La médecine avance énormément. On a de moins, enfin, il y a des cancers pour lesquels, effectivement, il y a un risque de rechute. Il y a d'autres cancers pour lesquels le risque est très faible. Après, comme disait Fanny, les statistiques ne sont pas 100% fiables et ne pas s'arrêter à ces statistiques, c'est avoir un impact sur tout ce sur quoi on peut avoir un impact au quotidien. On a cité, voilà, à nouveau, on a cité plein d'exemples, l'activité physique, le sommeil, faire des choses qui nous font plaisir, manger sain, manger diversifié, sont autant de manières de se mettre des chances de son côté, en parler à son médecin, consulter aussi un psy. Enfin, je veux dire, Fanny est là et je pense qu'elle ne me contredira pas. Voir un psy, ça vous permet aussi de pouvoir poser toutes ces peurs que vous avez dans la tête, de les exprimer, de les sortir de vous. Et comme ça, c'est hors de vous et vous pouvez avancer. Et ces peurs, elles sont normales, elles sont naturelles. Ça, on ne l'a peut-être pas dit depuis le début du live, mais c'est normal de se poser ces questions. C'est normal d'avoir peur. C'est normal une fois cette partie de traitement passée, d'à nouveau avoir peur et de se poser des questions. Mais voilà, elles sont là. Vous savez qu'elles sont là. On a un programme dans l'application Résilience qui peut vous aider à apprivoiser un peu plus cette peur de la récidive. Mais quelque part, la vie, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Et donc, c'est profiter de chaque instant aujourd'hui. J'espère qu'on a répondu à votre retour, en tout cas, Nancy. Alors, Isabelle nous a écrit aussi, après une année de traitement, j'ai besoin d'un temps de reconstruction et je me culpabilise de demander prolongement de mon arrêt maladie. Merci de vos pistes de réflexion. Oui, il y avait Isabelle et je pense qu'il y avait une question un peu similaire. Oui, Corinne. Oui, il y a Corinne qui disait « Les traitements sont à peine terminés travail. que nous sommes entourés d'injonctions à la reprise du Voilà. travail, alors que personnellement, j'ai juste envie de me réapproprier ma vie. » Alors, ça sera la dernière question que l'on va prendre parce que je vois que le temps file. Ce que je voudrais dire par rapport à ça, déjà, il va falloir absolument bannir, mesdames, mais aussi messieurs, le terme de culpabilité de notre vocabulaire. Donc, si vous avez été malade ou si vous êtes malade, ce n'est pas de votre faute. Et si vous êtes en arrêt de travail ou que vous souhaitez l'être ou que vous voudriez continuer de l'être, il ne faut pas non plus culpabiliser. Je vous rappelle, l'arrêt de travail, ça n'est pas fait que pour les gens qui ont eu une chirurgie avec une grande cicatrice de partout et qui sont dans leur lit d'hôpital. J'en sais quelque chose, je suis psychiatre. Il y a un peu finalement la même chose en psychiatrie qui est une maladie invisible. Eh bien, les gens culpabilisaient d'être en arrêt de travail et par exemple, je leur disais, mais allez au resto, allez au ciné, vous aimez le cinéma ou allez vous acheter des bouquins. Ils disaient, oh ah non, je suis en arrêt de travail. L'arrêt de travail, ça sert à se reconstruire. Ça ne sert pas à rester dans un lit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec 41 de fièvre. On a le droit d'être en arrêt de travail, même quand on est debout, quand on marche, quand on va au restaurant, quand on se promène, etc., etc. Si dans votre tête, si à l'intérieur de vous, vous ne vous sentez pas encore de reprendre le travail, c'est que c'est trop tôt. Il y a le physique et il y a le psychique et les deux ne sont pas toujours alignés. En plus, croyez mon expérience que pour un employeur, c'est bien plus facile d'avoir quelqu'un qui est en arrêt de travail pendant un temps assez long que quelqu'un qui part, puis revient, puis finalement il n'est pas très bien, donc il repart, puis il revient de nouveau. Ça, c'est quand même un peu plus compliqué à gérer. Donc finalement, un arrêt de travail long, c'est mieux. Il faut que vous vous assuriez que vous êtes en forme et physique et psychologique quand vous allez revenir. Et pour ça, pendant votre arrêt de travail, il faut faire des trucs cool, quoi. Il faut vous faire du bien. C'est la deuxième phase et elle est vraiment essentielle. Je vous rappelle quand même que le travail, c'est un peu aussi le bruit de fond de la vie, quoi. L'essentiel, il n'est pas là, il n'est pas que là. Après, il y a l'aspect financier, il y a plein d'autres considérations, évidemment, qui rentrent en ligne de compte, mais malgré tout, il ne faut pas culpabiliser. Si vous avez envie de poursuivre votre arrêt de travail, c'est que vous en avez besoin. Et si votre médecin vous le donne et vous le propose, c'est qu'il estime également. Si on ne se fait pas confiance en soi, faites confiance à votre médecin. Si votre médecin vous le propose, c'est qu'a priori, il est OK et aligné sur le sujet. Hein. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est faites confiance à votre médecin. Si il vous arrête, c'est qu'il y a une raison et lui, il le sait et si vous en doutez, n'hésitez pas à lui demander pourquoi et il vous expliquera pourquoi, comme Fanny vient de le faire. Vous avez une année de traitement, Isabelle, c'est long et effectivement, il y a un besoin de se reconstruire. Alors, la culpabilité, on la met de côté parce que ce que vous avez traversé, ce n'était pas votre choix. Ce que vous êtes traversé, ça a été difficile. Et donc, effectivement, ce temps de reconstruction est important, voire essentiel. Et moi, je sais que sur mon chemin, j'ai croisé de nombreuses personnes qui m'ont dit a posteriori qu'elles avaient repris le travail trop rapidement et qu'elles auraient aimé avoir plus de temps pour pouvoir reprendre leur souffle, entre guillemets, avant de reprendre le travail. Donc, vraiment, vraiment, prenez le temps qu'il vous faut, vous, sans vous comparer
aux autres. Et je suis d'accord, Corinne, on est entouré d'injonctions à la reprise du travail. Il y a cette course à la performance, cette course à revenir au travail. Mais vous comme moi, on sait que la maladie nous a bousculés, qu'elle nous a affaiblis, qu'elle nous a violentés. Et ce temps-là, le temps de récupération ne doit pas être pris à la légère. Après, donc effectivement, c'est voir avec votre médecin le temps d'arrêt maladie qui est nécessaire. Et puis ensuite, de toute manière, vu que si vous avez été dans un arrêt maladie de longue durée, c'est-à-dire supérieur à 3 mois, il y aura de toute manière une visite de pré-reprise avec le médecin du travail pour effectivement évaluer ensemble votre capacité à revenir en poste. Ça, c'est la première étape. Et ce médecin sera habilité à vous parler également d'un retour en poste en mi-temps thérapeutique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant maximum 1 an, vous pourrez revenir en poste sur un temps moins important que le temps que vous aviez précédemment. Donc, si vous étiez en temps plein, vous pouvez reprendre au début à 2 jours semaine, puis 3 jours semaine. C'est quelque chose qui s'aménage, que vous pouvez voir régulièrement avec votre médecin généraliste et le médecin du travail pour ajuster le temps de travail pour la reprise. Et c'est quelque chose qui ne peut pas être refusé par votre employeur. Donc, c'est un dispositif qui est vraiment là pour vous aider à remettre le pied à l'étrier progressivement et effectivement à revenir en confiance et sans stress. Voilà, ça fait partie des éléments qu'on peut vous partager. Donc, effectivement, faites confiance à votre équipe de soins et puis trouvez ce qui est juste pour vous. Il est 19h31, on arrive au bout de cette conversation. Comment? Tu m'entends? Oui, on t'entend. Est-ce Non, que tu juste veux pour conclure sur la oui, je peux thématique? conclure parce que juste pour finir aussi, ça va aller avec la fin, par rapport à cette histoire de travail et cetera, c'est aussi de bien expliquer, toujours communiquer. Après un cancer, on est différent et pour toujours et peut-être plus particulièrement encore au travail, les gens, c'est pour ça qu'il y a des injonctions, attendent de vous que vous soyez comme avant, qu'on va retrouver la Anne-Sophie d'avant, la Marion d'avant, le Gérard d'avant. Ben non, en fait, mais je pense que les gens ne sont pas au courant que ça ne se passe pas comme ça et donc il ne faut pas non plus hésiter. En fait, parfois, les injonctions, elles sont par méconnaissance. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est parce que même par sa propre crainte, on a envie de retrouver l'autre comme avant. Ou Donc, la il faut leur maladresse, enfin, les expliquer maladresses, on est entouré de maladresses de toute la manière. maladresse, on change, en fait, on change et c'est normal et il faut pouvoir l'expliquer aux personnes. Et donc, voilà, on s'arrête là-dessus et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et je vous dis à très vite, Anne-Sophie. Et profitez de chaque instant, On est vraiment, bien? la vie, c'est maintenant. Oui. C'est pas dans 10 ans, c'est maintenant. Donc, on vous souhaite beaucoup de douceur. C'est l'été, donc profitez d'être entouré de vos proches, des vacances, des uns des autres, de sortir de votre quotidien pour aller voir l'océan, la montagne, la campagne. Faites-vous du bien, des bons petits repas, des choses qui vous font envie. Pour notre part, on va aussi faire un petit break estival et donc le prochain rendez-vous sera en septembre et on reviendra vers vous fin août, début septembre avec la thématique, la date et le lien d'inscription. Et donc, on vous souhaite une très belle fin de journée, une bonne Bonne soirée soirée, bonnes vacances. et puis à la rentrée. On se voit à la rentrée. Au revoir. Au revoir.